Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de l'interview juridique du mois en direct de l'Université Jean Moulin Lyon 3. Alors vous savez que cette émission consiste à approfondir un point d'actualité de droit. Alors ce mois-ci, le droit qui a retenu notre attention, c'est le droit de l'environnement, puisqu'il est au cœur de l'actualité, même s'il est finalement tout le temps au cœur de l'actualité. Au regard des événements de ces derniers mois, on peut dire que suite au sommet notamment de Copenhague, ou du Grenelle de l'environnement, de façon ponctuelle et de façon plus pérenne de la crise de la biodiversité et de l'eurodéveloppement du droit de l'environnement, il est vraiment un droit au cœur de l'actualité. Alors, pour nous entretenir à ce sujet, nous sommes ravis d'accueillir le professeur Untermaier. Alors, vous êtes directeur de l'Institut de droit de l'environnement de l'Université Jean Moulin Lyon 3 et vous êtes également investi dans de nombreuses activités associatives, ornithologiques, municipales, alors toujours dans le sens de la protection de la nature. Alors, monsieur le professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, au nom de toute l'équipe également, je tiens à remercier l'association étudiante Lyon 3 Développement Durable, alors qui est à l'initiative de cette interview. Pour plus de renseignements sur cette association, vous pouvez à la fois aller sur son site internet et puis également visionner le magazine de la FDV où nous avons reçu un de ses membres actifs. Alors, l'usage de cette interview juridique veut que 3 questions vous soient posées. Alors, je vais commencer par la première. La première a trait au Grenelle de l'environnement de 2007, alors à la suite duquel, finalement, plusieurs textes ont été adoptés. Alors, on sait qu'aujourd'hui, le dispositif de la taxe carbone, qui était une contribution finalement qui était proposée par le Grenelle, a été censuré par le Conseil constitutionnel lors du projet de loi de finances initial pour 2010. Alors, elle n'est pas pour autant abandonnée, d'ailleurs. Et donc, suite à cela, que reste-t-il finalement encore à mettre en place au niveau du Grenelle? Beaucoup de choses. Je crois qu'il faut dire d'abord que Grenelle, c'est important, c'est un événement important, et qui a déjà reçu une première concrétisation l'année dernière avec la loi du 3 août 2009, donc qui est une loi de programmation, et qui va faire l'objet, donc c'est Grenelle 2, d'une seconde loi dont le vote devrait intervenir avant le milieu de l'année en cours. Alors l'importance de Grenelle, c'est difficile de résumer comme ça en quelques mots, parce qu'il s'agit vraiment d'un processus qui concerne l'ensemble du droit de l'environnement, de la protection de l'environnement et du développement durable, donc c'est quelque chose d'assez monstrueux. Alors, Grenelle, c'est peut-être d'abord une méthode. Comme vous savez, les entretiens de Grenelle ont été des entretiens à 5, les 5 étant l'État, les collectivités locales, les associations de protection de l'environnement, les syndicats et le monde de l'entreprise. C'est une démarche assez inédite et je crois qu'elle s'avère tout à fait intéressante et féconde pour le droit de l'environnement, ne serait-ce parce que c'est l'occasion de faire en sorte que le droit pénètre en profondeur dans la société. C'est quand même une condition essentielle de sa réussite. Et on peut se demander si ce processus-là, cette façon de faire, n'est pas destiné à devenir un principe général du droit, en tout cas sur le plan des procédures. Alors maintenant, quant au fond, vous aviez évoqué la taxe carbone, proprement dénommée comme ça, mais enfin, oui. Bon, je crois que c'est peut-être plus simple, qui de toute façon n'est pas abandonnée. Je crois, il me semble qu'on a dit que le ministre a dit que elle serait prête en août 2010. Enfin, il y a beaucoup de choses d'abord dans la loi de programmation, toute une série de dispositions qui concernent l'énergie, et notamment les économies d'énergie, alors dans les différents secteurs, les transports, le bâtiment. En fait, tous les secteurs de l'environnement sont concernés. L'eau, un petit peu, c'est pas là que le Grenelle a été le plus novateur,
La biodiversité, mais peut-être qu'on en reparlera Oui, tout à l'heure. Oui, C'est oui. un aspect tout à fait essentiel. Et puis, bien d'autres choses, les risques émergents, par exemple, ce qu'on appelle les risques émergents, c'est-à-dire des technologies, le recours à des technologies qui peuvent s'avérer dangereuses, les OGM, bien sûr. Là, on a été assez timide, d'ailleurs. Mais un autre risque émergent qui a été évoqué dans Grenelle, c'est celui que posent les nanotechnologies. C'est le recours à ces micro-particules qui peuvent rendre beaucoup de services dans le traitement de certaines maladies, par exemple, et qui, comme justement elles sont nano même, peuvent poser des problèmes dans la mesure où elles franchissent n'importe quelle barrière. Voilà, c'est tout un chantier, Grenelle. Les dispositions concernent l'urbanisme, les transports, je crois que j'ai déjà dit, les déchets. Bon, tout ça se mettra en place progressivement, mais les dispositions normatives, réglementaires enfin législatives et réglementaires seront contenues dans Grenelle 2. D'accord. Bon, très bien. Bon, merci pour ce premier éclaircissement. Alors, autre réunion et autre fait finalement marquant pour le droit de l'environnement, il s'agit du sommet de Copenhague, donc de décembre 2009 sur le climat. Alors, Hubert Reeves, astrophysicien, a dit de ce sommet que c'est un succès partiel, mais qui est perçu comme une étape importante pour la prise de conscience par l'humanité des dangers qu'elle court. Alors là, je le cite. Alors, ce sommet démontre finalement l'importance croissante du droit de l'environnement. Alors, pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur son évolution, à la fois qualitative et quantitative, de ce droit de l'environnement? Oui, c'est assez spectaculaire quand même ce développement du droit de l'environnement. Il y a quelques décennies, mettons début des années 60, il était quasiment inexistant, enfin, à part quelques textes comme la loi sur les établissements classés, la loi sur les sites, mais c'était vraiment très peu de choses. Et il s'est développé d'une manière tout à fait spectaculaire, quantitative d'abord. C'est vrai que c'est pas une preuve que le développement quantitatif, encore que. Mais ce développement a été tel qu'aujourd'hui, le code de l'environnement, alors certes annoté, avec les annotations notamment de professeur Billet, est un volume de près de 3000 pages, ou un peu plus de 3000 pages, tout à fait impressionnant. Mais en dehors de cet aspect quantitatif qui fait que toutes les pollutions et les nuisances ont leur loi, et en ont même plusieurs, vous trouvez des textes sur la protection des milieux naturels, sur les espèces, sur la prévention des risques majeurs naturels ou technologiques. En dehors de cela, le droit de l'environnement a évolué aussi d'un point de vue qualitatif, dans le sens d'une maturation, c'est-à-dire que se sont ajoutés à ces multiples dispositions législatives et réglementaires, très techniques pour certaines d'entre elles, des principes. Le droit de l'environnement est un droit qui a des principes, enfin on connaît bien certains d'entre eux, comme le principe de précaution, le principe de prévention, ou encore le droit à l'environnement. Et ceci vient donc d'une première loi de 1995, et puis alors de la célèbre réforme qui nous a valu, de la Constitution, qui nous a valu donc cette charte constitutionnelle de l'environnement du 1er mars 2003. Donc c'est vrai que le développement était tout à fait spectaculaire. Maintenant, vous parliez de Copenhague et de son apport. Je adhère tout à fait au propos d'Hubert Reeves quand il dit que quand il regarde en fait la bouteille à moitié pleine, alors bien sûr, par rapport au processus de Kyoto, un petit mot peut-être sur le processus. On s'est engagé dans une lutte destinée à limiter le réchauffement climatique et aussi la déplétion, c'est-à-dire la disparition de la couche d'ozone dans les années 80, et ça s'est traduit par la Convention mondiale sur le climat qui a été signée à Rio en juin 1992, et cette convention qui est entrée en vigueur en 1994 a été complétée par le célèbre protocole de Kyoto, qui est de 1997. Et
ce protocole est un texte qui contient des engagements. Valables pour la période de 2008-2012 et des engagements chiffrés, variables selon les États. Je crois que pour l'Europe, c'est un engagement de réduction de 8% de l'émission des gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 90. Pour les États-Unis, c'est 7%. Bref, Kyoto est un texte avec des effets juridiques concrets, alors que Copenhague, pour le moment, n'a pas abouti. De ce point de vue-là, c'est un demi-échec. Mais on peut quand même considérer qu'il s'est passé quelque chose de fondamental à Copenhague. C'est un accord mondial sur les objectifs. Et comme par ailleurs, on peut penser que ce qui n'a pu être décidé à Copenhague le sera, alors c'est à Lisbonne, je ne sais plus, ou à Mexico, je crois à la fin de l'année 2010. Non, je crois le processus est quand même bien engagé, permet d'être, sinon optimiste, du moins raisonnablement confiant. Bon, tant mieux, c'était une bonne nouvelle dans tous les cas. Par contre, alors peut-être une nouvelle un petit peu moins bonne. Alors, quoique, je commence en tous les cas par l'ONU a proclamé donc 2010 année internationale de la biodiversité. Alors j'ai cru comprendre que c'était un thème qui vous est cher, la préservation de la biodiversité. Alors lors du sommet de la Terre de Johannesburg en 2002, eh bien les dirigeants de la planète s'étaient engagés à ralentir significativement d'ici 2010 l'érosion de la biodiversité. Alors bien où en est-on aujourd'hui et puis quelle solution pourra offrir le droit de l'environnement face à cela? Oui. Alors là, la formule d'Hubert-Reeves, peut-être pas tout à fait, parce que la situation est très préoccupante. La biodiversité, ce sont les espèces animales et végétales. Et la biodiversité est en crise. Un certain nombre d'espèces, y compris en France, y compris en France métropolitaine, sont dans une situation assez préoccupante. La tortue d'Hermann, par exemple, dans le massif des Morts, ou le hamster, le hamster, pas le petit hamster qu'on voit dans les cages, mais le hamster commun qui survit en Alsace, et quelques autres sont dans une situation très préoccupante, et même des espèces qui semblaient ne pas poser des problèmes jusqu'à présent, des espèces banales, on va dire, sont en régression très forte. À cela, il y a plusieurs causes, mais deux essentiellement. Le fait, d'abord, que l'espace s'artificialise sous l'effet de l'urbanisation et toutes les infrastructures qui les accompagnent. Et l'autre raison, c'est en quelque sorte l'empoisonnement généralisé de l'environnement, du fait des produits phytosanitaires, de toute la chimie qu'on déverse pour raison ou pour une autre. Puis il y a quelques autres causes encore qui s'ajoutent à ça. Je parle la pollution lumineuse, par exemple. Et puis aussi le problème des espèces invasives. C'est-à-dire des espèces exotiques qui, volontairement parfois, accidentellement le plus souvent, se retrouvent dans le milieu et risquent de concurrencer les espèces indigènes. C'est un vrai problème. Alors, face à cette érosion de la biodiversité, Grenelle contient un certain nombre de dispositions. D'abord, une amplification des programmes de protection des milieux naturels. On annonce 3 nouveaux parcs nationaux, un certain nombre de parcs naturels régionaux, etc. Et puis, alors surtout, la trame verte et bleue. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la trame verte et bleue. Cette trame verte et bleue procède de l'idée qu'il est donc tout à fait important de protéger un certain nombre des espaces, mais de les relier entre eux, de façon à ce que s'il arrive malheur à un espace protégé ou une espèce protégée dans un espace protégé, eh bien, elle puisse se reconstituer, mais encore faut-il pour cela que les différents espaces protégés soient reliés entre eux, ce qu'on appelle des corridors écologiques. Alors, ces corridors écologiques, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un réseau de haies pour les toutes petites espèces. Pour les grandes espèces comme un lynx ou un loup, le corridor, c'est une vallée. Donc il est tout à fait fondamental que ces espaces soient reliés. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut que le droit de l'aménagement du territoire et le droit de l'urbanisme
en prennent compte. Donc voilà, cette trame verte et bleue s'inscrira, enfin, on l'espère, dans le droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Bleu, c'est parce que le corridor privilégié est constitué par les cours d'eau, la végétation le long des cours d'eau. Ceci dit, et malgré toutes ces mesures, on peut être quand même très inquiet, et je suis assez sceptique quant à la possibilité d'enrayer la crise de la biodiversité à partir de 2010. Enfin, c'est ce qui avait été annoncé, on inverserait la tendance, j'en suis moins sûr. Ouais. Bon. Ben donc c'est sur une note un petit peu finalement triste que notre interview s'achève. Alors monsieur le professeur, merci pour l'ensemble de ces éclaircissements qui, je l'espère, auront permis à nos auditeurs et internautes de mieux mesurer l'importance finalement de ces questions environnementales. Alors pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir encore davantage, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages traitant de ces questions. Alors il y a également votre thèse sur la conservation ancienne, certes, mais aux prémices du droit de l'environnement, la conservation de la nature et le droit public. Et puis également de nombreux articles juridiques en la matière, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Également, plus récemment, en décembre 2009, vous avez co-organisé donc avec le CERF, Centre d'études et de recherche en finances publiques et fiscalité, et de l'Université Jean Moulin Lyon 3, un colloque ayant pour thème fiscalité et environnement. Et d'ailleurs, il avait été dit, si vous me permettez, il avait été dit lors de ce colloque, qui s'est tenu quelques jours avant la décision du Conseil constitutionnel sur la taxe carbone à la télévision, que la taxe telle qu'elle était conçue risquait de connaître des problèmes de constitutionnalité. De toute façon, c'était déjà c'était chronique d'une mort annoncée déjà de la taxe, effectivement. Alors ce colloque, vous pourrez le retrouver sur le site de la faculté de droit virtuel, donc à la rubrique FDV-TV, puisqu'il a été intégralement filmé. Les 2 jours ont été intégralement filmés. Alors merci monsieur le professeur d'être venu sur notre plateau. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle interview juridique du mois. Et d'ici là, laissez libre cours à votre curiosité.